Bienvenue à Greenfluence et dans notre portrait vert avec Arthur Delaporte. Est-ce que tu peux te présenter? Donc, je suis Arthur Delaporte, je suis député du Calvados, de la 2e circonscription du Calvados, plus précisément, qui comprend en gros un tiers de Caen et l'est de Caen, donc Hérouville-Saint-Clair, les villes de la première couronne périphérique de l'est, et puis après on va plutôt en direction d'Argence et de Troarn, qui sont deux bourgs ruraux, et qui comprennent aussi un certain nombre de petits villages à environ 20-25 km de Caen. Ça fait 110 000 habitants et ça fait environ 2 ans et demi que je suis député de cette circonscription, puisque j'ai été élu pour la première fois en 2022 et réélu en 2024. Voilà, donc ça c'est ce dont je suis élu. Et sinon, si je me présente plus, je suis né à Caen. Okay. J'ai grandi à Caen. Je suis né en 91. J'ai été faire mes études à Paris à partir de mes 18 ans. J'ai fait des études, une prépa littéraire, des études de Sciences Po, j'ai fait Sciences Po, j'ai fait aussi l'École normale supérieure de Lyon en histoire, et donc je suis prof d'histoire en théorie, mais je me suis lancé dans une thèse en histoire et en sciences politiques, et à côté de ça, je me suis engagé au Parti socialiste. Vous savez, la ligne éditoriale de Greenfluence, on va dire, elle est vraiment concentrée sur la mise en avant des enjeux environnementaux et sur la transition écologique. Comment peux-tu décrire la ligne écologique du Parti socialiste ? Alors, ça n'a jamais été quelque chose de simple, le rapport du PS à l'écologie, pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que en fait, c'est un parti traditionnellement ouvrier. Et donc, c'est un parti qui a défendu les droits des travailleurs. Et il y a eu, notamment dans les années 70, mais un conflit entre ce qu'on pensait être les droits des travailleurs, notamment des travailleurs de l'industrie minière, l'industrie métallurgique, et la question écologique, puisqu'en fait, c'était des industries qui pouvaient être polluantes. Et donc, on a eu tendance aussi à défendre la question du travail, au détriment de la question écologique. Mais ça n'a pas toujours été comme ça, et il y avait même des socialistes, dans les premiers socialistes, les socialistes utopiques, qui étaient des socialistes qui portaient une vision de l'écologie. Il y a toujours eu, même chez Jaurès, par exemple, un certain rapport au respect de la nature. Et aujourd'hui, je pense que le Parti socialiste est en train d'opérer une mutation, mais il y a toujours un clivage entre un socialisme, on va dire, très productiviste, même si c'est toujours de plus en plus mêlé quand même avec la conscience climatique, et de l'autre, un écosocialisme ou un socialisme, une sociale écologie, on va dire, qui se développe parce qu'il y a la conscience qu'on ne peut pas avoir de lutte contre le dérèglement climatique s'il n'y a pas de justice sociale, et réciproquement, il ne peut pas y avoir de justice sociale s'il n'y a pas un combat climatique. Merci beaucoup. Et pour un peu revenir sur ton rôle de député, est-ce que peux-tu nous dire quelles sont les principales missions, on va dire, d'un député aujourd'hui, et comment est-ce que tu arrives à concilier le travail législatif et en même temps sur le terrain ? Alors ça, c'est le plus dur, parce qu'en fait, depuis notamment 2017 et la fin du cumul des mandats, il y a de plus en plus de députés, notamment les nouvellement élus, qui se sont focalisés sur le travail législatif. Et c'est tant mieux, parce qu'on est d'abord élu pour faire la loi. Mais il y a toujours encore cette culture du député super conseiller départemental, comme quelqu'un qu'on vient voir pour régler ses problèmes, du bout de trottoir aux problèmes sociaux. Et donc moi, je suis élu dans une circonscription qui a vu se succéder des députés qui faisaient de fait ce rôle de relais des préoccupations très locales des habitants, qui est aussi un réceptacle de ceux qui n'ont pas trouvé de réponse à leurs problématiques, qui ont frappé à la porte de toutes les administrations, et souvent en fait la permanence du député, c'est le dernier endroit où on va frapper quand on est en désespoir de cause face au tracas kafkaïen de l'administration. Donc moi, il y a beaucoup de travail en circonscription, je fais ça 3-4 jours par semaine, vendredi, samedi, dimanche, lundi en gros, ensuite il y a le travail législatif, mardi, mercredi, jeudi, mais souvent ça empiète aussi sur le lundi, parfois ça empiète sur le vendredi, puis voilà, ça c'est quelque chose qui, moi, me passionne, mais c'est vrai que l'intérêt de ce côté super conseiller départemental, c'est que ça aussi permet de connecter aux gens, aux problématiques du quotidien, et ça fait qu'on ne fait pas la loi de façon abstraite, mais on fait la loi en connexion avec des réalités quotidiennes de tout un chacun, sachant que dans la permanence du député, on trouve tout le monde. On trouve le travailleur sans papier, précaire, face à des problématiques de santé, les femmes victimes de violences conjugales, les chefs d'entreprise, les représentants syndicaux, les maires des petites communes et les élus de villes de 100 000 habitants. Voilà, donc en fait, on est un peu au carrefour de la société, donc c'est assez passionnant. Et ça nous permet aussi d'alimenter notre travail législateur. Tu peux avoir un contact, on va dire, particulier avec les gens que tu représentes. Ouais. Donc ça va être vraiment... Ouais. Moi, c'est ce que j'aime bien dans l'idée qu'on est élu d'une circonscription.
Parce que si on était élu, par exemple, dans un système proportionnel, Oui. on aurait peut-être moins ce contact-là. Totalement. Après, il y a quand même une exigence qui est liée à cette présence sur le terrain, à cette spécificité de l'élection dans une circonscription, qui est que, en fait, on va avoir tendance parfois à adopter des pratiques clientélistes, peut-être moins viser l'intérêt général parce qu'on sera plus soumis aussi à les gens chez moi sur le marché me disent que et en même temps voilà, on est aussi représentant des opinions des uns des électeurs, mais voilà, c'est ce conflit entre l'élu de terrain, l'élu national, il existe et on le porte intrinsèquement dans la manière dont on s'organise dans l'agenda et aussi dans la manière dont on est élu. Ça va être un emploi du temps en plus, je devine, très chargé. Ouais, c'est des journées très compliquées. Par exemple, ce matin, je me suis levé à 5h du mat pour prendre le train de 6h12, après être rentré de l'Assemblée dans l'appart que j'ai à Paris à minuit 45. Voilà. Pour revenir un peu, tu as l'origine de la loi du 9 juin 2023 qui vise à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que tu as abouti à la préparation de cette loi et pour toi, quelle en est la portée ? Alors, c'est une loi qui vise à réguler l'influence commerciale. Au départ, je ne connaissais rien à tout ça. Je ne connaissais rien à l'influence commerciale. J'étais vaguement sur TikTok, un peu sur Instagram, voilà. Et je voyais surtout pas ce qui se passait, en fait. Mais un jour, je suis à la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale. On travaille sur une loi sur la fraude au compte personnel de formation. Et d'un coup, il y a quelqu'un qui me dit « Ouais, mais t'as vu les influenceurs, la fraude au compte personnel de formation ?» Donc je regarde, je vois un peu qu'il y a des influenceurs qui font de la pub pour la fraude au CPF, quoi. Enfin, en gros, venez faire des formations miracles et puis en plus, vous aurez un iPad gratuit, quoi. Voilà, et c'est tout pris en charge par l'État. Et en plus, vous serez riche. Et en fait, ces gens étaient payés pour faire ces pubs pour des fausses formations, quoi. Et donc, je monte à la tribune, hyper sérieux. Voilà, comme ça. Donc, Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, mes amours, je voudrais vous parler de Fast Formation, une formation 100% gratuite, financée par l'État. Et donc là, je vois tout le monde qui se décompose, qui se dit mais ils se foutent de notre gueule et tout. Puis là, donc je bascule sur, voilà, ça c'est ce qui se passe sur, on vous vend Monts et Merveilles, et bon. Et il s'avère que ce petit passage-là cartonne sur X. Et Booba me retweet. Et donc là, tout de suite, 500 000 vues, machin, tout ça, voilà. Ah, enfin, on parle à l'Assemblée nationale des influx voleurs. Et donc, je me retrouve assailli de gens qui disaient « Ouais, mais t'as pas parlé de ça, t'as ça. » Je compile les trucs, je me dis « Mais c'est de la folie. C'est de la folie. » Voilà. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à essayer d'identifier les manières dont on pouvait, dans la loi, lutter contre ces contenus problématiques de pub pour de la chirurgie esthétique par des médecins, faux médecins de Dubaï qui prennent l'avion pour venir défigurer les gens, tuer les gens parfois, pour de la pub pour des produits amincissants, qui en fait derrière peuvent aussi tuer des gens, pour tout et n'importe quoi. Le fameux jus de carotte de notre ami, comment il s'appelle, celui qui lutte contre le cancer, Casasnovas, là, en vendant du crédivorisme plutôt que des traitements anticancéreux. Voilà, tout ça, évidemment, mis bout à bout, pose problème. Donc, on décide de faire une loi pour définir l'influence commerciale et pour essayer d'interdire un certain nombre de choses pour encadrer les relations entre les influenceurs qu'on a définis dans la loi et leurs agences, entre les agences et les influenceurs et les marques. Et donc, on crée une logique de co-responsabilité en fait, des différents acteurs pour la publication des contenus. Ce qui n'était pas évident au départ, cette logique de co-responsabilité. Voilà. Et puis, on protège aussi un peu les mineurs, etc. Voilà. Donc, on fait cette loi influenceur qui, aujourd'hui, est la première loi en Europe à avoir encadré vraiment l'influence, qui est aujourd'hui le modèle sur lequel s'appuie la Commission européenne pour essayer de créer un cadre européen sur la régulation de l'influence commerciale. Voilà, donc c'est ma petite fierté, on va dire. Parce que déjà, au bout d'un an de député, j'avais réussi à faire voter une loi, donc je me suis dit, c'est bon, je peux être battu, il peut y avoir une dissolution, au moins j'aurais fait un truc. Et puis surtout, parce qu'en fait, on voit les effets aujourd'hui, même si c'est pas absolu, même s'il y a encore toujours de la fraude, même s'il y a encore toujours des dérives. Quand je vois collaboration commerciale ou communication commerciale ou contenu sponsorisé ou partenariat commercial marqué sur une vidéo sur Insta, je me dis ça, voilà, c'est parce qu'on a fait ce travail-là, parce qu'on a poussé, diffusé des normes de transparence dans le secteur que ça a fait un peu évoluer les choses. Voilà, donc
c'est inabouti, c'est sûr. Il y a encore des problématiques qu'on identifie. Il y a encore nécessité de modifier la loi. Mais comme on est sur une matière, le numérique qui est en transformation permanente, en fait, il faut aussi en permanence adapter la loi. Pour revenir sur la question du numérique, justement, je voulais te demander quelle est ta position sur l'impact environnemental donc, du numérique et notamment la nécessité de réguler la pollution. Ouais. Qui est lié à ça. C'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, évidemment, on a des modèles qui fonctionnent sur l'adaptation des contenus aux préférences des individus. Donc ça suppose des algorithmes extrêmement puissants parce qu'ils sont capables de connaître tout ce que tu fais. Si tu vas sur une vidéo, si tu l'as regardé 15 secondes, il va essayer d'identifier pourquoi tu as regardé cette vidéo, quelles sont tes préférences, etc. Et à partir de là, il va te vendre de la pub pour cibler la pub. Et cette logique de ciblage publicitaire, en fait, c'est ça qui oblige aussi les applications et le modèle économique des applications à stocker de la donnée, à la traiter et à l'analyser. Si on a une application extrêmement simple, de type fil d'actualité, type Facebook des origines, vous avez un mur, ou Twitter des origines, où c'est des messages qui défilent. C'est beaucoup moins énergivore que ces applications qui sont fondées sur le modèle économique. Donc la question, en fait, c'est pas tant de savoir s'il faut sortir des réseaux ou pas, mais si on se dit comment on arrive à avoir en fait des modèles plus économes de la donnée en termes de stockage, mais aussi en termes de modèle de design de l'application pour pouvoir avoir en fait un environnement numérique qui soit moins énergivore. Moi je fais pas partie de ceux, c'est pour ça tout à l'heure il y avait la question de décroissance, croissance verte, je sais pas quoi. C'est un débat un peu simplificateur, mais ce qui est sûr c'est que aujourd'hui, il y a des perspectives de croissance pour des applications moins énergivores parce que je crois qu'il peut y avoir une demande sociale d'un Internet plus économe en énergie, quoi. Du coup, par rapport à ça aussi, est-ce que pour toi, il faudrait imposer des obligations environnementales plus strictes aux entreprises du numérique, par exemple TikTok ou les GAFAM en général ? Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a un modèle qui fonctionne sur une délocalisation de la production, de la consommation des données, essentiellement, soit en Alaska ou au Groenland, je sais pas où, on pose des data centers. Et donc, en fait, on a peu de maîtrise de l'empreinte en fait de carbone de chacun vis-à-vis de ces données. Donc je pense que la logique de relocalisation de la donnée, de proximité de la donnée, qui d'ailleurs permet d'économiser aussi le transport de la donnée, donc de l'énergie, elle doit nous amener en effet à réguler ce qui est en train de se faire, la localisation des data centers. Mais ça veut dire aussi, si on localise les data centers à proximité, qu'il faut accepter d'avoir des data centers qui vont consommer de l'énergie en France, plutôt que de la consommer ailleurs. Et donc, parce qu'aujourd'hui, on est à la veille de nouveaux conflits environnementaux sur l'implantation des data centers face au développement de l'intelligence artificielle, etc. Donc déjà, il faut des modèles d'intelligence artificielle qui soient plus économes, et c'est possible, parce qu'on voit à la vitesse où ça va, que les nouveaux modèles d'intelligence artificielle qui sortent consomment potentiellement 10, 15, 20, 100 fois moins d'énergie que ceux qui existaient il y a 2 ans ou 4 ans. Donc on est vers une amélioration de l'efficacité énergétique de l'IA, mais néanmoins, quand on implante un data center, il faut le réfléchir dans son environnement. Ça ne peut pas être des data centers hors sol. Ce qui veut dire que, par exemple, si on met un data center dans le Calvados, on doit dire comment l'énergie que produit le data center, parce qu'il y a l'énergie qui consomme, mais aussi l'énergie qui renvoie, puisque ça produit de la chaleur, comment on la réutilise dans l'espace urbain, comment on arrive à faire en fait des data centers qui soient intégrés et pas posés sur le territoire. Et donc ça, c'est plein de questions qui se posent demain, à mon sens, pour avoir un modèle plus vertueux, même si ça sera jamais totalement sans consommation d'énergie. Voilà. Bien sûr, c'est impossible. Dans les collectivités locales, comment pour toi celles-ci peuvent-elles mieux, on va dire, accompagner la transition écologique et est-ce qu'elles manquent pour toi de moyens ou de compétences? Et on est obligé, quand on est député, justement, parce qu'on est en contact avec les maires, etc., de penser le modèle de transition écologique et d'acceptabilité de la transition écologique. Et moi, c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose tous les jours, parce qu'on impose des choses. Par exemple, on impose la loi Egalim, avec, dans les cantines, 50% de bio ou local et 20% de bio. Donc ça, c'est des choses qui sont contraignantes. Et qui sont difficiles à atteindre parce qu'elles sont coûteuses.
Donc la question, c'est comment on accompagne ces collectivités. Et même moi, je le vois à l'Assemblée nationale, parce que je suis président des cantines de l'Assemblée, super fonction, la meilleure. Mais c'est même à notre échelle, alors qu'on a des moyens, c'est difficile à atteindre. Donc voilà, ça suppose des fois aussi des réflexions sur la question des marchés publics, parce qu'en fait, les marchés publics vont avoir tendance à faire des très gros trucs, à aller chercher beaucoup plus loin que si on fait des marchés avec des petits producteurs sur des plus petits allotissements. Donc voilà, il y a toute cette réflexion à avoir sur les marchés publics locaux pour pouvoir encourager une consommation locale. Il y a toute une idée aussi de formation des élus, parce que, mine de rien, et c'est pas contre les élus de manière générale, mais les élus sont plutôt des retraités, c'est la sociologie, et donc ils n'ont pas été formés aux mêmes logiques que celles qu'on peut avoir quand on a 20 ou 30 ans aujourd'hui. Et donc la question notamment de l'aménagement urbain qui doit aller vers le réemploi, vers l'arrêt de la destruction de tout, tout ça, ça nécessite un accompagnement aussi, parce que c'est un changement de culture, un changement de modèle de l'aménagement, des politiques publiques plus largement. Et donc ça c'est quelque chose qui se fera pas sans moyens. Et malheureusement, en fait, l'État peut avoir tendance, quand il cherche à faire des économies, à couper tout ce qui est en voie de développement, c'est-à-dire toute la transition vers un modèle plus vertueux écologiquement. Et voilà. Si l'État le fait, il va préférer la défense, parce qu'il va se dire c'est une priorité de sécurité nationale, plutôt que le climat qui est une priorité à 20 ans. Ce qui peut se comprendre quand on est à court terme, mais en fait, si on finance pas le climat, c'est les enjeux de défense de demain qu'on finance pas non plus, quoi. C'est un problème qu'on retarde au final. Voilà, on retarde, c'est une bombe à retardement. Voilà. C'est ça. Une question un peu plus générale, penses-tu que les citoyens ont assez d'occasions de s'impliquer dans les décisions publiques écologiques et comment, on va dire, améliorer leur participation? Donc en fait, la question est dans la réponse ou la réponse est dans la question. Si je dis oui, c'est bon, les citoyens, ça va, next, voilà. Non, donc du coup, évidemment qu'il y a moyen d'améliorer ça. En préalable, moi, je crois quand même dans la démocratie représentative, dans l'idée que, en fait, on doit, quand on est élu, arbitrer entre différents impératifs de l'ordre d'intérêt général, parce qu'on peut avoir une tendance dans la démocratie directe, si on focalise sur les questions, chaque question, à manquer de la vision globale que peut avoir l'élu national, qui sait les enjeux budgétaires, les machins, les trucs, et qui passe en fait son temps à réfléchir à ces questions-là. Et qui passe son temps dans le cadre aussi de collectifs organisés que sont les groupes parlementaires ou les partis politiques qui défendent une vision du modèle social et qui conduisent aussi à accepter, même au sein des représentants, l'idée d'une spécialisation des représentants. Moi, je me spécialise sur les questions de numérique, de social, mais je ne suis pas capable de me spécialiser sur tout. Et donc, voilà, l'idée de la démocratie représentative, c'est aussi d'accepter que les représentants puissent eux-mêmes déléguer une part de leur représentation à d'autres qui partagent le même horizon de valeur. Parce que finalement, ce qui compte, c'est quel est l'horizon de valeur qu'on porte. Après, dire qu'il faut associer les citoyens aux décisions, renforcer les formes de démocratie directe, ça, je suis tout à fait d'accord. Moi, je pense qu'il faut mettre en place plus de référendums locaux, plus de référendums d'initiative partagée, où en fait, le pouvoir revient à la fois aux élus et aux citoyens. Et qu'il faut renforcer les formes de consultation citoyenne ou de commissions citoyennes tirées au sort pour réfléchir sur des sujets complexes qui ne sont pas partisans en soi. La Convention pour le climat, on pourrait dire que ça permettait de renforcer l'acceptabilité sociale de la transition écologique. Mais la question de la Commission sur la fin de vie permet aussi de montrer qu'il y a un consensus social pour l'évolution des modèles sociaux. Sur le RIP, c'est vrai qu'il faut réformer tout ça. Moi, j'ai travaillé en partie au groupe socialiste quand on a déposé le premier RIP. Et le seul RIP, d'ailleurs, qui a donné lieu à une collecte de signatures sur les aéroports de Paris. Je peux vous dire que c'était très compliqué à mettre en œuvre et surtout, en fait, quasiment impossible que la procédure aboutisse jusqu'au bout. Tout a été fait pour que ce soit... Il faut 4,5 millions de signatures et même si on les a, en fait, un simple examen à l'Assemblée d'une résolution suffit à empêcher, à arrêter le processus référendaire. Super, merci. Une dernière question. Le Parti socialiste n'a pas voté la motion de censure du gouvernement Bayrou. Attention, n'a pas voté 2 des 3 motions de censure, des dernières motions de censure. Voilà. Alors que, on va dire, 2 milliards d'euros ont été coupés
dans le budget de l'écologie. Est-ce que tu peux un peu revenir sur ce choix du parti ? Ouais. Alors en fait, il y a eu plusieurs motions de censure. Il y a eu une première motion de censure sur le discours de politique générale du Premier ministre. Et à ce moment-là, on s'était engagé dans un processus de négociation et de discussion. Donc en fait, le choix qui a été fait, c'était de dire on ne censure pas maintenant, parce qu'on veut garder notre pouvoir de censure pour plus tard, pour la négociation. Puis après, on est arrivé au moment du budget, et c'était 2 semaines après. Et là, bon, le budget était clairement pas un bon budget. Et donc la question qui s'est posée, c'était de savoir si on censurait le gouvernement et qu'on faisait tomber le budget là, avec un certain nombre de risques que je vais développer, ou est-ce que on le laissait passer et on censurait le gouvernement ensuite. C'est ce qu'on a fait. On a laissé passer le budget et on a censuré le gouvernement juste après sur sa politique migratoire, sur les reculs sur la question du climat, etc. Bon, on n'a pas trouvé de majorité là-dessus. Je ne suis pas sûr qu'on aurait non plus censuré le gouvernement sur le budget, mais quoi qu'il en soit, on a laissé passer le budget parce qu'on estimait que l'absence de budget était plus préjudiciable qu'un mauvais budget. Voilà. Mais ça a été un arbitrage difficile. C'est jamais des choix simples. C'est toujours pour nous un déchirement que de laisser passer un budget d'un gouvernement de droite. Et puis de droite qui, en plus, sur la question climatique, est absolument pas satisfaisant. Alors, ok, on a réussi à sauver 300 millions sur le fonds vert. Ok, on a réussi à reconduire quelques politiques par-ci par-là. On a réussi à empêcher la suppression de 4000 postes dans l'éducation nationale, etc. Mais le vrai sujet, c'était plutôt les conséquences économiques de l'absence de budget. Moi, je voyais des copains qui bossaient dans la formation. J'ai un copain dont la boîte a dû licencier 40 personnes parce qu'ils n'avaient plus de commandes publiques. Il y avait ce sujet-là quand même. Aujourd'hui, il y a beaucoup de secteurs qui dépendent beaucoup de la commande publique, y compris le secteur du bâtiment, par exemple. Le secteur du bâtiment, l'agriculture. Si demain, en fait, les collectivités locales, sur le budget, pas celui qu'on nous présentait là, mais un autre budget encore plus dur, en termes d'économie, qu'est-ce qu'on fait quand on est collectivité locale et qu'on a moins de budget ? On réduit les dépenses de rénovation énergétique, on réduit les dépenses pour l'amélioration des cantines, etc. Donc en fait, on sait très bien que les premiers sacrifiés d'un non-budget, c'est les collectivités locales qui coupent les dépenses d'investissement, alors que c'est les leviers aussi de la transition écologique, et que c'est aussi les leviers de l'emploi local. Donc voilà, c'est cet arbitrage qu'on a fait de continuité de l'État, on va dire, même si pour nous, c'était pas satisfaisant. Et puis aussi avec un autre risque, qui était qu'est-ce qui se passait si on censurait ? Qui venait au gouvernement ? Parce que là, on savait qu'on avait Bayrou, Pannier-Runacher à l'écologie, qui est pas la pire, mais voilà. Est-ce que demain, on se retrouvait pas avec, je sais pas moi, Retailleau Premier ministre et je sais pas, pas Éric Ciotti, mais je sais pas quel LR climato-sceptique, ministre de l'Environnement. Enfin voilà, ceci n'est pas totalement qu'une fiction. C'est de l'ordre du possible en fait. Et donc voilà, on sait ce qu'on avait, on savait les conséquences, mais on savait aussi que c'était un moindre mal par rapport à ce qui pouvait advenir. Même si moi, mon rêve, c'est la gauche au pouvoir. C'est une politique ambitieuse sur le climat. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Exactement. Merci beaucoup d'avoir participé à ce portrait vert et on espère te revoir au plus vite. Quand vous voulez.